Merci monsieur, merci Jean-Luc de commencer cette journée avec ce débat parce que il permet disons, de poser un cadre aux discussions qu'on va avoir tout au long de la journée. Donc, revenu des ménages, coût du logement, l'impossible équation et l'impossible adéquation. On va en discuter tout à l'heure. C'est vrai que depuis les années 2000, on a vu que le prix des logements avait augmenté presque 3 fois plus vite que les revenus des ménages, et ça ne semble pas du tout s'arrêter. Les salaires sont toujours plus comprimés, les aides publiques sont de plus en plus mises en question, la pression des prix ne semble pas s'arrêter, bien au contraire. Elle est poussée par une rareté du foncier, on en parlera, une baisse des taux d'intérêt, une politique publique qui se cherche et qui, dans certains cas, oriente l'épargne vers toute autre chose que de l'immobilier. Comment mener une politique ambitieuse de l'habitat en France? On va en parler avec vous, avec nos invités. D'abord avec un urbaniste spécialiste de la ville, François Rochon. Vous travaillez sur le modèle HLM depuis des années et vous êtes aussi le président de l'atelier PPLV, pratique pluriel des lieux et de la ville et des villes. Vous avez été aussi secrétaire du rapport du Congrès de l'Union sociale pour l'habitat, le logement social dans la société qui vient, c'était en 2019. Et on reçoit aussi Pierre Madec. Pierre Madec, vous êtes économiste à l'OFCE. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Les crises du logement », qui est paru au PUF. Et vous suivez ça, bien sûr, avec beaucoup d'intérêt. Vous êtes aussi un spécialiste des revenus. Donc, vous êtes à la confluence des deux thèmes qu'on va aborder tout à l'heure. On va commencer par vous, François Rochon. Quelle est, sur cette question, l'impossible adéquation, la vision d'un urbaniste? Parce que on voit d'un côté le côté productiviste, donc la production de logements, de l'autre côté la vision purement économique ou économiste sur les revenus. Quelle est la vision d'un économiste, d'un urbaniste sur cette question précisément? Merci pour cette présentation. Alors oui, d'un point de vue de l'urbanisme, on ne raisonne pas immédiatement en premier à partir des coûts, mais je crois qu'il y a une grille de lecture qui me semble très intéressante et très parlante, c'est celle de l'évolution de la structure du parc. Et tout le monde connaît la distinction classique entre la propriété, la propriété occupante, le logement locatif social, le logement locatif privé. Et en fait, ces trois grandes catégories de logements, eh bien, on comprend intuitivement qu'elles renvoient à des prix qui sont différents, à des conditions d'accès qui sont différentes, des conditions de ressources nécessaires pour y accéder qui sont différentes, et des risques financiers aussi en fonction du statut d'occupation. Et donc, il me semble que quand on raisonne par cette grille de lecture, même si voilà, on n'est pas directement dans les coûts, on inclut cette question. Et si on creuse un petit peu, parce que l'évolution de la ville, c'est un processus qui est quand même très lent, il faut regarder un petit peu en arrière. Et sur une période longue, j'ai repris un graphique qui est dans le rapport que vous avez cité. Quand on regarde ce qui se passe à la fin des années 70, début des années 80, au moment où la France devient majoritairement une France de propriétaires, on passe les 50%, et si on regarde la trajectoire jusqu'au début des années 2010, eh bien on a une évolution extrêmement nette et qui, de mon point de vue, transforme la structure du parc. Du point de vue de la propriété, on arrive, et c'est un résultat significatif des politiques publiques, c'est d'augmenter le parc des propriétaires de plus de 8 millions d'unités. C'est-à-dire qu'on arrive à doubler le parc disponible. De la même manière, pour le logement social, on a réussi sur cette période à construire plus de 2 millions de logements supplémentaires, ce qui permet de quasiment doubler ce parc. En revanche, et c'est là, et ces courbes sont très très lisses, donc ça montre qu'il y a une constance de l'action publique et puis des résultats qui sont très significatifs. En revanche, pour le locatif privé, la courbe est un petit peu moins nette, elle oscille légèrement, et puis ce qui est très surprenant, c'est que sur ce parc-là qui
mobilise beaucoup d'argent public, on le sait, de défiscalisation, donc une attention des pouvoirs publics très forte, une mobilisation d'argent public aussi, eh bien on arrive à augmenter ce parc d'environ 22 000 unités. En fait, il stagne quasiment. Et vous voyez bien qu'à la fin des années 70, on a trois pôles de possibilités de se loger à statut différent, donc une grande variété de possibilités de se loger. Et au début des années 2010, eh bien, la partie centrale qui permet le plus facilement de passer de l'un à l'autre des HLM à la propriété, le logement locatif privé, qui est un élément majeur des possibilités offertes pour le parcours résidentiel, eh bien, il a tendance à se contracter. Et donc, il me semble que, comme ça s'est passé petit à petit, on ne l'a peut-être pas en tête, mais c'est une transformation fondamentale à la structure du parc et qui engage derrière eh bien, des questions de coûts très lourdes pour les ménages et pour les finances publiques. Bien sûr, parce que pour sauter d'une catégorie à l'autre, il faut avoir des revenus qui soient suffisants. Pierre Manec, là-dessus, quelle est votre analyse ? Bonjour, merci pour l'invitation. François l'a dit, la question du parcours résidentiel, elle est en réalité centrale. Juste pour peut-être rappeler les ordres de grandeur, j'avais dit les prix immobiliers depuis le début des années 2000, ils ont été multipliés par 2,5. Le pouvoir d'achat des ménages sur la même période, c'est entre 15 et 20% de plus. Donc on voit bien le décrochage entre, d'un côté, les prix en moyenne nationale et les revenus des ménages. Ces chiffres ne disent pas grand-chose de la réalité, parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'hétérogénéité selon les statuts d'occupation. François en a un peu parlé. Le taux d'effort d'un propriétaire accédant à la propriété, c'est-à-dire qui est en train de rembourser son emprunt, c'est à peu près 25%. C'est à peu près pareil qu'un locataire du parc social. Par contre, en moyenne, un locataire du parc privé, lui, va dépenser 30% de son revenu pour se loger. Et si ce locataire du parc privé fait partie des 10, 20, 25% les plus pauvres, ce taux d'effort moyen, c'est-à-dire la part que va consacrer le ménage au logement, c'est en moyenne 40%. Donc on voit bien que selon le niveau de vie, selon le statut d'occupation, selon le territoire, évidemment, vous allez avoir des situations qui sont très différentes. Le ratio de prix immobilier en France, il est à peu près de 1 à 10, entre les grandes villes qui sont aux alentours de 10 000 euros le mètre et les villes moyennes, petites, où certains prix peuvent atteindre 1 000 euros le mètre. Sur les loyers, l'écart, il est à peu près de 1 à 5. On voit bien qu'il y a une hétérogénéité très forte et on ne peut pas s'intéresser à la question de l'équation entre revenus et prix sans s'intéresser dans le détail à ces hétérogénéités-là. On pourrait dire, en réalité, le problème de l'immobilier cher, c'est un problème des grandes villes. Et comme les grandes villes sont plus riches que le reste du territoire, en réalité, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas si simple que ça. On voit bien que le problème de l'évolution des prix, les prix, ils ont doublé à peu près partout depuis le début des années 2000. Ils ont explosé dans les grandes villes, à Lyon, à Marseille, à Paris, mais partout, ici notamment, ou sur la côte, les prix ont plus que doublé en 20 ans. Le revenu des ménages sur le territoire, lui, il n'a évidemment pas suivi exactement la même évolution. On pourrait dire les prix immobiliers ont augmenté, mais le revenu des propriétaires a augmenté aussi. Et enfin, en réalité, les propriétaires étant plus riches, bon, ben voilà, tout ça s'équilibre. Alors certes, le revenu des propriétaires a augmenté. Il a augmenté d'environ 15% depuis le début des années 2000, quand les prix immobiliers ont été multipliés par 2. Mais dans le même temps, les locataires, eux, ils se sont appauvris. C'est-à-dire que si on regarde en moyenne, les locataires du parc privé ou les locataires du parc social, leur pouvoir d'achat aujourd'hui est inférieur à ce qu'il était au début des années 2000, alors que les loyers, eux, ont augmenté de 25-30% en moyenne sur le territoire. Et en réalité, ce qui est très inquiétant, on aura l'occasion d'y revenir, j'espère, sur les solutions. Ce qui est très inquiétant, c'est cette dichotomie entre, d'un côté, des ménages qui ont eu la chance, l'opportunité d'accéder à la propriété au travers de conditions d'emprunt qui se sont largement assouplies depuis 20 ans maintenant. Il y a eu la baisse des taux, il y a eu la durée, l'allongement des durées d'emprunt, et tout ça a permis de compenser la hausse des prix, en moyenne toujours. Et donc la capacité d'emprunt, la capacité d'achat des ménages, elle a plutôt augmenté depuis 20 ans, de l'ordre de 25%. Vous pouvez acheter aujourd'hui, grâce aux conditions de crédit favorables,
vous pouvez acheter 25% plus cher que ce que vous pouviez acheter il y a 20 ans. Alors, évidemment, en même temps, si les prix ont doublé, avoir voilà. 25% de gain de pouvoir d'achat, ça ne sert pas à grand-chose. Vous pouvez acheter plus cher. Évidemment, les prix ont évolué de manière bien plus rapide. Mais si vous êtes dans une zone où les prix ont augmenté que de 25% en 20 ans, vous vous y retrouvez. Vous habitez dans une grande ville, c'est plus compliqué. Mais pendant ce temps-là, tous les gens qui n'ont pas pu accéder à la propriété, là, on est un peu arrivé au bout, si vous voulez. On voit bien en début d'année le Haut Conseil à la stabilité financière, mais Michel Mouillard, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais en parlera mieux que moi, mais le Haut Conseil à la stabilité financière a annoncé un durcissement des conditions d'accès au crédit. On a dit qu'il faut arrêter de prêter à des taux d'endettement qui sont supérieurs à un tiers du revenu. Il faut faire attention aux durées, il ne faut pas prêter sur des durées trop longues, et tout ça, ça va exclure un certain nombre de ménages de l'accession au crédit et donc à la propriété. Et donc vous allez vous retrouver, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, avec d'un côté les 60%, en gros, 2/3 des Français qui sont propriétaires, qui n'ont pas trop de problèmes, qui vont léguer leur propriété à leur enfant, qui donc pourra s'acheter lui-même un bien, parce qu'on voit bien que les transmissions intergénérationnelles sont devenues prépondérantes dans l'accession à la propriété. Et puis, vous allez vous retrouver avec 40% des Français qui sont locataires. Alors, soit ils sont jeunes, ils ont un revenu dynamique et ils accéderont à la propriété un jour, mais il y a tout un tas de ménages pauvres, parce qu'en réalité, les pauvres sont plutôt chez les locataires, et contrairement à ce qu'on pense, les pauvres sont plutôt dans les grands pôles urbains qu'au milieu de la campagne. C'est à peu près 2/3 des personnes pauvres qui vivent dans les grands pôles urbains les plus chers. Et donc ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'on leur propose comme solution de logement. On y reviendra, la place du logement social. Mais donc ces ménages-là, aujourd'hui, dans la situation actuelle, sont exclus de l'accession, sont exclus de l'accès au logement dans les grands pôles urbains où est concentré l'emploi. Et si on veut faire, ce qui est le programme de la journée, construire une politique plus juste de l'habitat, c'est évidemment sur ces ménages-là qu'il faut porter un intérêt particulier, mais je pense qu'on aura l'occasion de discuter des solutions dans un deuxième temps. Ça dessine une France qui est coupée en trois, avec d'un côté donc un logement social qui concerne des ménages de plus en plus pauvres, des propriétaires qui sont assez nombreux, mais dont certains sont quand même en train de rembourser encore leur logement, et qui sont de plus en plus riches. Et puis, les ménages, tout le reste des ménages, c'est-à-dire une proportion considérable qui est croissante, puisque d'un côté, si on s'appauvrit, et de l'autre côté, si on s'enrichit, forcément, on va se retrouver avec de plus en plus de gens dans cette population du milieu qui a accès en partie au logement social, en partie à l'accession dans le cadre de l'acquisition, et qui cherche forcément un logement locatif privé qui n'est pas disponible. Donc l'adéquation, le pivot se trouve là en fait. Et surtout, ce qui me paraît essentiel, c'est que ces logements, ils ne sont pas répartis de façon homogène sur le territoire, y compris dans les villes. Donc le risque, c'est que si vous avez une polarisation sur deux types de logements, ou que tout devient plus compliqué, accentue les différences, alors que la ville, elle a son organisation, son histoire qui fait qu'on va vers des spécialisations de quartiers. Ça veut dire aussi des difficultés sociales concentrées, une ville qui perd sa mixité, et donc qui perd son essence de ville en fait, et d'échange. Donc ça me paraît essentiel, c'est que derrière, il y a aussi des risques urbains sous l'effet de long terme de ces effets de prix. Il y a une politique publique quand même qui infléchit normalement les implantations. Alors effectivement, on peut s'interroger sur le bien fondé de politiques en faveur de l'investissement locatif qui ne répond pas aux besoins là où il y en a. C'est aussi ce que vous voulez dire. Oui, et puis je pense qu'il y a pas mal d'élus qui participent. Faire évoluer la trajectoire d'un quartier, son image, transformer sa population, c'est un enjeu extrêmement complexe. On peut y parvenir, mais au moins c'est long, et puis c'est pas gagné du tout. Donc là, vous décrivez une trajectoire où finalement on accentue les difficultés. Il me semble que c'est ça que je comprends, les difficultés d'un point de vue économique. Eh bien,
en deuxième étape, ça rend plus difficile encore la gestion des villes, l'aménagement des territoires. Est-ce qu'on n'a pas été à un moment dans une parenthèse enchantée où on avait l'impression qu'on pouvait avoir un parcours du logement qui était le logement social, ensuite l'accès à un logement locatif privé, puis l'accession. Enfin, c'est un petit peu un rêve qui a comme ça saupoudré le discours. Est-ce que historiquement c'est quelque chose qui est valable, et est-ce que ce qui est en train de se passer n'est pas quelque chose de normal, entre guillemets, du point de vue économique, compte tenu de la situation économique dans laquelle on est? Alors sur le côté normal, je ne saurais pas dire ce qui est normal ou anormal. Ce qui est vrai, c'est que historiquement, on a observé une augmentation de la part de propriétaires en France. Ça a été une volonté politique, c'est-à-dire de tout temps. Pourtant, je ne suis pas si vieux que ça, mais les campagnes présidentielles auxquelles j'ai pu assister, même dans mon jeune âge, les candidats promettaient une France de propriétaires. Bien sûr. Et on y est un peu arrivé, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à presque 2/3 de la population qui est propriétaire de sa résidence principale. Est-ce qu'on est au bout? Je ne sais pas, mais en réalité, la crise du logement qu'on traverse aujourd'hui, beaucoup disent que c'est une crise de l'offre. Il faut faire un choc d'offres, on va construire des logements là où on en a besoin, et puis on va résoudre un certain nombre de problèmes. En réalité, c'est une crise, en effet, de l'adéquation entre offre et demande, plus qu'une crise d'offre de logement. Et cette adéquation, on produit des logements, chaque année, 1% du parc, alors des fois on en produit un peu plus, là en ce moment on en produit plutôt un peu moins qu'un peu plus, mais... en même temps, 1% du parc, ça veut dire qu'on considère qu'un logement a une durée de vie de 100 ans. Oui, alors ça c'est un autre problème, c'est la différence de temporalité entre le temps du logement, le temps de la construction et le temps politique, ce qui peut expliquer en partie quelques difficultés qu'on peut avoir avec la politique du logement, parce qu'on voit bien que le temps du logement et le temps de la construction est évidemment un temps bien plus long. Mais sur cette question de l'adéquation de l'offre et la demande, oui, il y a un problème d'offre en France, mais en réalité c'est plutôt un problème d'offre dans l'ancien qu'un problème d'offre dans le neuf. Et le problème d'offre dans l'ancien vient d'une baisse de la mobilité résidentielle qu'on n'a jamais observée. Depuis 20 ans, les gens, globalement, bougent de moins en moins. Alors il y a de plus en plus de propriétaires, on a une population qui vieillit, donc il y a des raisons un peu structurelles à ça. Mais il y a aussi tout un tas de raisons conjoncturelles, j'allais dire, et le fait que le parcours résidentiel, le fait que avant vous étiez dans le logement social, vous pouviez accéder à la propriété, soit au travers de l'accession sociale, soit au travers de l'accession normale, parce que les prix vous le permettaient, ou alors vous pouviez partir sur le marché locatif privé. Ça n'existe plus dans les zones tendues. Quand vous êtes dans le parc social, vous restez dans le parc social. Et donc, un parc qui devait servir de tremplin, aujourd'hui ne joue plus ce rôle, tout simplement parce que, de l'autre côté, le parc privé, soit à l'accession, soit sur le locatif, est devenu inaccessible. Donc, du coup, vous avez beau produire des logements sociaux, plutôt plus qu'avant d'ailleurs, vous n'arrivez pas à faire face à la demande qui, elle, est de plus en plus dynamique, tout simplement parce qu'il n'y a plus de logements qui se libèrent dans votre parc. Sur le marché locatif privé, c'est pareil. Ce qu'on observe dans les grandes villes, c'est que vous avez une mobilité résidentielle qui baisse. Vous avez une population plutôt plus jeune sur un segment du marché qui est la location privée, où il y a une mobilité qui est plus importante qu'ailleurs, mais malgré tout, quel que soit l'âge, quel que soit le statut, vous voyez cette mobilité résidentielle qui baisse. Donc en plus de la stagnation du marché locatif privé que soulevait François tout à l'heure, si vous n'avez pas de logement qui se libère, c'est très compliqué de loger les gens. Et en réalité, la mobilité résidentielle, c'est le principal flux, c'est le principal pourvoyeur de logements en France, c'est la mobilité résidentielle, c'est pas la production neuve. Évidemment qu'il faut produire des logements et il faut en produire dans certaines zones plus que dans d'autres, mais la question de la mobilité, elle est centrale. Il y a évidemment aussi la question des résidences qui ne sont pas des résidences principales. Je crois que dans le département ici, on est aux alentours de 20% de résidences secondaires, c'est-à-dire de gens qui possèdent un logement dans le département, mais qui en réalité habitent un autre département. C'est des chiffres de l'INSEE, j'espère pas me tromper. C'est vrai ici, c'est vrai dans les grandes villes. Le problème de la vacance, le problème
des locations, les fameux meublés touristiques. Alors on dit souvent Airbnb, mais c'est pas forcément que du Airbnb. Tous ces logements-là, ils existent, ils sont dans des zones chères et ils sont captés par des propriétaires qui n'y habitent pas et qui ne les mettent pas à disposition de locataires, de jeunes actifs qui pourraient en avoir besoin. Donc la question aussi de la mobilisation de ce parc-là, elle est essentielle. Alors, l'un des bons côtés de la crise sanitaire qu'on a vécue, c'est qu'il y a un certain nombre de ces logements dépourvus de touristes qui se sont retrouvés sur le marché locatif standard. Je crois qu'à Bordeaux, c'est 50% de studios en plus mis en location en 2020 par rapport à 2019. Donc c'est au Je moins crois qu'il y a aussi l'action de certains élus qui ont contribué à accélérer le mouvement. Il y a aussi évidemment les politiques locales, mais tout ça c'est des bonnes nouvelles, mais il reste encore un petit peu de travail pour mobiliser ce parc-là et pour fluidifier. C'est pareil, des actions sont menées. Il y a eu un grand plan pour la mobilité professionnelle notamment et donc résidentielle qui a été mené par Action Logement ces derniers mois avec une enveloppe budgétaire conséquente qui a été mise sur la table. Tout ça, ça va dans le bon sens, mais il faut évidemment recréer de la mobilité. Il faut mobiliser le parc existant et recréer de la mobilité résidentielle. Ce sera au moins le début d'une solution. Sur cette question de la mobilité résidentielle, en fait, c'est la transposition concrète de l'adéquation offre-demande. C'est une grande partie de la question. Tout à l'heure, j'ai parlé des statuts d'occupation. Si on rentre dans les détails et qu'on observe les processus qui font se répartir les ménages dans les logements, si on tient compte de la taille des logements, du nombre de pièces, et aussi, on va dire, de leur image, si c'est des logements plutôt populaires, plutôt pour les classes favorisées, parce qu'en fait, il y a une inertie dans les pratiques sociales qui font que quand on déménage, on ne va pas de façon aléatoire dans un autre logement, uniquement en tenant compte de la taille. Il y a des effets de lieu. Et si on modélise tout ça, qu'on fait des algorithmes pour comprendre, pour identifier les processus de répartition, ce que fait Jean-Pierre Lévy là, dans le rapport que vous avez cité, eh bien, ça permet d'avoir un état du système du logement, et on se rend compte quand même, moi il me semble, en tout cas dans ce que j'ai lu, que ça fonctionne difficilement, mais ça fonctionne encore. Et si ensuite on fait de la prospective de ce modèle, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même une trajectoire de long terme qui était très constante. Donc si on la poursuit et qu'on regarde ce qui se passerait en 2050, eh bien on se rend compte qu'un système qui fonctionnait à peu près avec 3 filières de logements assez complexes, mais qui donnait des possibilités de répartition dans le parc, eh bien elle se contracte fortement et on se retrouve avec un système dual où quand on est un nouveau ménage, on quitte ses parents, on se met en couple, on cherche un logement, eh bien, on risque d'avoir seulement la possibilité de devenir propriétaire, et ce qui fait que ça demande des conditions financières extrêmement lourdes, ou alors d'entrer dans le parc HLM, mais avec plus ou moins des conditions qui sont réunies, et puis tout un processus qui fait que l'accès est quand même particulier dans ce logement social. Et donc, moi, ce qui me semble très important dans cette adéquation offre-demande, c'est que si on continue dans cette trajectoire-là, qui est déjà bien lancée depuis plusieurs dizaines d'années, eh bien, on va avoir des possibilités beaucoup plus restreintes. Et donc, l'adéquation offre-demande, elle est vraiment sous tension, et il faut en avoir conscience. D'accord, mais augmenter cette mobilité, ça veut dire avoir des politiques publiques qui poussent des gens, ou qui offrent la possibilité à des gens d'accéder, de changer en fait de segment. Et pour le moment, on sait bien que c'est extrêmement difficile. Beaucoup d'élus, beaucoup de ministres ont tenté de trouver des logements vacants, ont essayé d'augmenter la mobilité. On a fait des lois, on a fait des dispositifs pour ça, et finalement, ça n'agit qu'à la marge. Alors justement, je crois que ce qu'on essaie de faire actuellement, et qui est essentiel, c'est que prenant conscience de ces effets de système, mais ne pouvant agir directement dessus à court terme, eh bien, on essaie d'être, comme on dit, agile ou innovant, ou d'avoir de l'imagination. Et donc, on crée tout un tas de dispositifs, les offices fonciers solidaires, il faut voir aussi l'évolution des métiers du logement social, qui permet bien, de trouver des formes d'adaptation à la situation. Moi, ce qui me semble essentiel par rapport au thème de la journée, c'est que
si on veut obtenir des effets significatifs, à mon avis, eh bien, il faut remettre sur la table une réflexion beaucoup plus structurelle sur toute la machinerie qu'on a derrière nos politiques publiques. Parce qu'en fait, comme on est sur une trajectoire qui était très constante, presque entêtée dans sa vision, eh bien, on n'a pas eu d'ajustement successifs au cours des 30 dernières années. Et donc, je pense qu'on est obligé maintenant de remettre sur la table beaucoup plus largement la question. Moi, je pense qu'il faut être un peu optimiste, parce que c'est mieux. Je pense qu'on toujours. peut le faire. Mieux. Les outils, il y en a beaucoup, et un certain nombre fonctionnent. L'encadrement des loyers, par exemple, c'est un outil qui vise, alors certes, à encadrer et à chasser les dérives, notamment sur certaines petites surfaces dans les grands centres urbains, mais c'est aussi un outil qui vise à faire converger les loyers. Quand vous faites converger les loyers sur le marché locatif privé, vous sortez de la logique qui fait que quand vous êtes locataire, vous avez intérêt à rester dans votre logement, parce que si vous changez de logement, vous allez à la fois accuser le prix potentiel de votre agrandissement, mais aussi accuser un saut, qu'on appelle le saut à la relocation. En gros, le prix du marché est toujours plus cher que le prix que vous payez vous quand vous avez un bail en cours, notamment depuis longtemps. Et l'encadrement des loyers vise à faire converger les loyers et à ce que vous ayez plus cet arbitrage, cette incitation forte à rester dans votre logement. Donc ça favorise la mobilité. Avec cette petite limite que quand vous êtes propriétaire, ce genre de mesure peut vous pousser à arbitrer votre logement et à le remettre sur le marché de l'accession. C'est aussi, et du coup, vous faites baisser le parc que vous voulez augmenter. Oui, alors quand vous êtes propriétaire et que vous avez acheté il y a 20 ans et que vous avez une plus-value latente de 2,5 fois le prix de votre logement, en réalité vous avez ce qu'on appelle un taux de rendement locatif qui est plutôt élevé. C'est-à-dire que si vous prenez le prix que vous avez acheté il y a 20 ans et que vous le louez au prix du marché aujourd'hui, il y a encore un peu de marge avant que l'encadrement des loyers incite tous les propriétaires bailleurs de France à mettre leur logement sur le marché de l'accession plus tôt. Mais pour les propriétaires, il y a évidemment des solutions à trouver. C'est-à-dire comment on fait pour inciter, là on parlait de la mobilité au sein des locataires du parc privé, mais il faut évidemment, dans un parc qui stagne, voire qui est en érosion dans certaines grandes villes françaises, c'est-à-dire que dans certaines grandes villes, à Paris notamment, vous avez un marché locatif privé qui baisse. Donc vous avez une demande de plus en plus importante, les gens bougent de moins en moins, mais le marché locatif baisse. Donc il faut... Justement aussi peut-être parce que les propriétaires arbitrent, parce que quand on a des prix qui ont augmenté de 2,5 fois, c'est tentant de vendre. Sûrement que c'est plus intéressant d'acheter et d'accéder à la propriété que de mettre son logement en location, parce que pour le coup, on est sur des territoires où le taux de rendement instantané est relativement faible. Mais donc pour ces propriétaires-là, il faut trouver de nouveaux dispositifs incitatifs. L'outil fiscal est à mon avis un outil intéressant. On dit beaucoup la politique du logement, c'est 40 milliards d'euros. Alors, maintenant, c'est un peu moins. Il y a des efforts budgétaires qui ont été faits, mais en face, il y a quand même aussi une politique du logement qui rapporte beaucoup, un peu moins de 75 milliards d'euros de fiscalité immobilière. Cet outil fiscal-là, il est intéressant à mobiliser. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, c'est à peu près un tiers de la fiscalité immobilière qui pèse sur les mutations, donc la mobilité résidentielle et l'investissement, au travers notamment de la TVA, et 2 tiers qui pèsent sur la détention. Si vous voulez qu'il y ait plus de mobilité résidentielle, sans même toucher à l'enveloppe budgétaire globale, vous pouvez dire pourquoi on ne transférerait pas une partie de cette fiscalité qui pèse aujourd'hui sur les mutations de l'investissement sur la détention, par exemple. Pourquoi on ne réfléchirait pas? On a beaucoup dit, je me rappelle d'un candidat à l'élection présidentielle qui... à juste titre d'ailleurs, jugeait que la taxe d'habitation était un mauvais impôt. Il faut quand même rappeler que la taxe foncière est assise à peu près sur la même assiette que la taxe d'habitation. Elle est juste payée uniquement par les propriétaires, mais ce n'est pas un meilleur impôt que la taxe d'habitation. Il y a des réflexions qui sont menées sur une réforme de la fiscalité locale, une refonte de la taxe foncière, une taxe foncière qui prendrait mieux en compte les statuts, justement, qui ne vous taxerait pas de la même façon si votre logement est vacant, si votre logement est une résidence principale, s'il est en zone tendue ou pas.
Tout ça, c'est évidemment des réflexions qu'il faut avoir. Peut-être donner plus la main aux collectivités locales aussi sur cette question. Je pense une fois de plus que voilà, l'outil fiscal est un bon outil. Pourquoi pas baisser la taxe foncière des ménages qui mettraient justement leurs biens en location. Il y a d'autres dispositifs fiscaux qui existent, mais l'outil de la taxe foncière peut être un outil. Et puis dans l'autre sens, pourquoi pas baisser les droits de mutation, pourquoi pas baisser la TVA notamment sur le logement neuf. Alors ça va peut-être être annoncé cet après-midi, j'en sais rien. Je m'avance peut-être. Sinon, il y aura une troisième proposition de fait cet après-midi, on verra. Mais en tout cas, les outils, ils existent. Les organismes de foncier solidaire, c'est un outil innovant. Alors, c'est un peu nouveau, donc c'est compliqué de juger aujourd'hui des résultats. Mais on voit bien qu'on a beaucoup parlé de Paris qui voulait faire des logements à 5 000 € le mètre en accession. En effet, ça a été dit en propos introductifs, la première opération d'OFS, je crois que c'est Espelette. Donc, on voit bien que la réponse organisme de foncier solidaire, c'est pas une réponse qui est uniquement valable dans les grandes villes, c'est aussi valable dans des villes plus petites où il y a un problème du logement et où on a identifié clairement que le problème du logement, c'était pas tant les coûts de construction, c'était pas tant je ne sais quoi, c'est un problème du foncier, de la valorisation du foncier. Et donc pour sortir le foncier de la logique spéculative, les organismes de foncier solidaire, les baux réels solidaires, c'est des outils. Et donc, j'en reviens à ce que je disais au début, à mon avis, il faut être plutôt optimiste. Les outils, il y en a beaucoup. Certains fonctionnent plutôt pas mal. Il faut juste s'en saisir au niveau des territoires, mais aussi peut-être leur faire plus de publicité au niveau national. Oui, effectivement, il y a l'Action Logement avec le bail mobilité, il y a beaucoup de choses, les primes à la mobilité plutôt, et il y a tout un appareillage. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous insistez beaucoup sur la mobilité, mais qu'à un moment, rendre le marché fluide est important, mais que c'est quand même un mistigris, puisqu'il y a besoin de plus de logements, et simplement faire turbuler la machine ne va pas créer de l'offre. Alors, faire turbuler la machine, ça crée de l'offre, parce qu'il y a des logements qui se libèrent, et donc il y a des gens qui peuvent trouver chaussures à leurs pieds, si je peux me permettre l'expression. À côté de ça, évidemment qu'il faut produire du logement neuf. Le problème, c'est que produire du logement neuf, aujourd'hui, compte tenu du coût du foncier dans les zones tendues, sans même parler de la disponibilité, mais juste le coût, c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, la seule façon qu'on a de produire du logement abordable en zone tendue, c'est au travers du logement social. Et qui dit logement social dit un peu de dépenses publiques. Donc peut-être que dans le cadre du plan de relance pour la construction, on reviendra sur un certain nombre d'économies budgétaires qui ont été demandées aux bailleurs sociaux ces dernières années, mais c'est compliqué de demander aux bailleurs sociaux de produire plus de logements très sociaux, tout en leur demandant de faire des économies budgétaires importantes. Donc il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire aujourd'hui, si on produit des logements dans les zones tendues au prix de marché, c'est des logements qui seront accessibles pour personne. Donc il y a besoin de dispositifs publics, d'aide. Il y a besoin évidemment des bailleurs sociaux et du monde du logement social pour réussir à produire du logement locatif abordable, parce qu'on peut faire de l'accession, mais on sait que les propriétaires bougent moins que les locataires. Donc vous n'allez pas créer de la mobilité résidentielle en augmentant sans cesse la part de propriétaires. Donc il faut développer un parc social suffisant, et pour ça, hélas, désolé, mais il faut un petit peu d'argent public. Il y a des impératifs aussi qui sont des impératifs actuels, on parlait de éco-responsable, il y a de plus en plus de questions qui se posent sur la rénovation urbaine, qui est une rénovation qui respecte l'écologie. On se pose des questions forcément sur toute cette mobilité, comment elle va s'organiser avec cette couche supplémentaire qui est de rendre des bâtiments qui sont, on l'a souligné, parfois vieux de plusieurs dizaines d'années, complètement obsolètes d'un point de vue énergétique. Comment concilier tout ça? D'un côté les besoins, de l'autre la nécessité de s'adapter à l'environnement tel qu'il est aujourd'hui. Il y a la nécessité de s'adapter à l'environnement, mais il y a aussi la question, et c'est un peu la question qui nous réunit ici, la question du coût du logement passe aussi au travers de la question des charges. C'est-à-dire que quand vous regardez la partie charges
vous prenez tout simplement le taux d'effort des propriétaires non accédants, c'est-à-dire ceux qui ont fini de rembourser leur emprunt, ils ont un taux d'effort en moyenne de 10%, avec des situations qui, pour certains ménages modestes, est extrêmement critique, avec de grandes difficultés à payer uniquement les charges liées au logement. Donc le sujet de la rénovation thermique des bâtiments, il est à la fois écologique, bien évidemment, avec une nécessité, il est économique, parce qu'il y a un monde, une intensité en emploi dans le monde de la rénovation qui est très importante, et donc c'est un secteur qui génère énormément d'emplois. Quand vous injectez de l'argent, vous pouvez regarder toutes les simulations et les études de l'ADEME sur le sujet, sur lesquelles l'OFCE a en partie travaillé pour certaines, mais c'est un secteur où quand vous injectez pour le coup de l'argent public, vous avez un retour sur investissement, j'allais dire, en tout cas en termes de création d'emplois, qui est très important. Et puis, troisième pilier, c'est la question du coût du logement, et en rénovant massivement des logements, vous permettez de faire baisser la facture énergétique des ménages. Et aujourd'hui, on sait que les charges occupent une partie de plus en plus importante dans la dépense en logement. Et la précarité énergétique, pour le coup, est une composante du mal logement qui est de plus en plus importante, soit parce qu'on dépense trop, soit parce qu'on a un taux d'effort trop élevé, ou alors tout simplement parce qu'on n'arrive pas à se chauffer correctement. On a beau dépenser, dans les logements très mal isolés, la précarité énergétique est telle qu'on n'arrive même pas à avoir une température de confort suffisante, avec tous les risques qui vont suivre sur la santé. On avait rendu un rapport, nous, à l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale sur le coût économique et social du mal logement, et dans lequel on montrait que la précarité énergétique avait des impacts très importants en termes de réussite scolaire des enfants, en termes d'état de santé déclaré normalement. Donc c'est vraiment un sujet qui doit être au cœur de la politique publique. Ça, pour le coup, normalement, le plan de relance qu'on attend tant devrait mettre la rénovation énergétique au cœur. Il y a un deuxième élément actuel qui est vraiment conjoncturel, c'est l'arrivée de la Covid, du coronavirus, qui a changé aussi peut-être la vision qu'ont les locataires et les propriétaires de la vision qu'ils ont de leur logement. On sent bien que, un exemple assez simple, on voit de plus en plus de citadins qui cherchent à quitter la ville et qui vont peut-être acheter une résidence au milieu des champs, faire construire une maison individuelle, ce qui pose d'autres problèmes. Mais est-ce que c'est compatible avec ce besoin de mobilité, ces objectifs qui sont de trouver un marché plus fluide? L'avantage de la crise, c'est que si on a identifié le fait qu'il y avait un problème d'adéquation entre l'offre et la demande, beaucoup d'acteurs disent il faut jouer sur l'offre. En réalité, la crise a joué sur la demande. Et potentiellement, à moyen terme, avec une demande, le cas le plus aberrant, c'est quand même une ville comme Paris qui se vide de 20% de sa population, alors que pendant ce temps-là, des gens qui travaillent, les fameuses premières lignes ou deuxième lignes, qui ont besoin de travailler sur Paris, qui n'arrivent pas à s'y loger et qui, eux, sont obligés de prendre les transports, alors que 20% des Parisiens sont allés vivre ailleurs pendant 2 mois parce qu'ils considéraient qu'on ne pouvait pas vivre dans de bonnes conditions à Paris pendant le confinement. Donc ça pose quand même une question sur cette adéquation entre l'offre et la demande. Certains disent qu'on va vers de grands mouvements de population grâce au télétravail. Dans les faits, il faudra plutôt demander à des sociologues, mais ça paraît quand même compliqué. Parce que même si vous télétravaillez 2 ou 3 jours par semaine, il faut quand même pouvoir se rendre sur son lieu de travail les 2 jours ou les 3 jours qui restent. Et donc il sera toujours bon quand même de rester aux alentours des grands pôles urbains qui sont intenses en emploi. Donc c'est pas certain que ça bouleverse totalement le marché immobilier, mais c'est vrai que ça dit quelque chose en tout cas de l'inadéquation, une fois de plus, entre ceux qui travaillent dans la ville et qui ont besoin de s'y rendre et qui font certains 1h30, 2 heures de transport aller et la même chose au retour pour aller travailler, et des gens qui en réalité pourraient très bien travailler ailleurs, qui partent télétravailler. 1/5 de la population parisienne, ça dit quand même quelque chose de l'ampleur du phénomène. L'adéquation. En 2 mots, quelle est la vision de l'urbaniste justement sur la pendularité, comme on dit, les échanges qui vont forcément s'accroître? Alors, moi, je voudrais faire un petit commentaire juste sur la question
écologique qui est aussi un des éléments. Puisque ce qu'on observe, c'est que progresser sur les questions environnementales, c'est changer concrètement au quotidien nos pratiques. Et vous avez cité l'importance d'avoir des études sociologiques. Quand on regarde sur la question de la consommation énergétique, là où on est le mieux à même de faire un saut qualitatif dans nos pratiques, c'est quand on change de logement. Je ne fais pas une obsession sur la mobilité, mais on voit bien qu'il y a deux critères. C'est de changer de logement et l'évolution dans le cycle de vie qui est lié à la composition de la famille. C'est lié au moment aussi où on change de logement. Donc favoriser la mobilité, c'est aussi favoriser des conditions plus à même pour remettre à jour la façon dont on consomme l'énergie dans le logement. Et ça me semble vraiment stratégique. D'accord. C'est toute une réflexion qu'il faut avoir, mais du coup, les politiques publiques peuvent avoir une influence là-dessus. Enfin, après, évidemment, quand on change de logement, on change plus facilement les équipements de sa cuisine, etc. C'est très très concret. Hein. Et c'est là où on fait des économies. Le deuxième facteur actuel qui explique aussi qui fait le plus d'économies, ce sont les ménages les plus pauvres. Donc il y a aussi un effet de contrainte économique qui fait que en fait, ceux qui font les plus d'efforts, c'est ceux qui sont contraints de les faire. Hein. Donc ça, je trouve qu'il faut le rappeler aussi. Hein. Bon, merci à vous deux. Je crois qu'on va passer maintenant aux questions du public. Impossible adéquation. Je crois qu'on n'a pas réussi à résoudre ce problème, mais on a en tout cas apporté des éléments de réflexion sur chacun des pôles. Est-ce qu'il y a parmi le public quelqu'un qui veut poser une question? Dans le public, oui. Alors, la technique, elle va être un peu particulière, c'est-à-dire que vous n'allez pas poser directement la question. Vous allez me la dire, et c'est moi qui vais utiliser le micro. Là, c'est question Covid. Alors, c'est une question Covid. Pardon. Quelle est l'efficacité d'une stratégie sur la politique du logement intermédiaire? Alors, quelle serait l'efficacité, si tant est qu'elle existe, quelle serait l'efficacité d'une politique de perdurer sur une politique du logement intermédiaire, véritablement? Est-ce qu'il y a une efficacité? Est-ce qu'on peut répondre ou est-ce qu'il faut vous donner la réponse et vous répondez à la place? Non, réponse directe. Allez, je me lance. L'objectif de développer un parc de logements intermédiaires, c'est un objectif qu'on, pour le coup, affiché politiquement depuis des années et on n'a jamais vraiment réussi. Les dispositifs d'incitation à l'investissement locatif, type Pinel, Cellier, etc., vise à développer justement ce marché intermédiaire qui aujourd'hui a du mal à exister en France, mais au final ça reste quand même relativement marginal relativement aux besoins qu'il y a. C'est-à-dire que oui, il y a un vrai besoin d'un logement intermédiaire qui est en partie joué par les PLS dans le parc social, qui jouent à peu près ce rôle de tampon entre le parc privé et le parc social, mais il y a quand même une déconnexion entre le niveau de prix des PLS dans les zones tendues et le parc privé, et donc on voit que la marche s'est agrandie et que donc en effet il y a un trou un peu dans la raquette et il faudrait trouver comment développer ce parc-là. Il n'y a pas de solution miracle. Est-ce qu'il faut créer, je ne sais pas, est-ce qu'il faut développer les PLI par exemple, mais c'est aussi, il faut aussi mettre les moyens financiers. Est-ce qu'il faut inventer de nouveaux dispositifs encore, en sachant que j'étais optimiste tout à l'heure en disant que les dispositifs existaient, donc je ne vais pas prôner l'inflation des dispositifs publics. C'est une nécessité. Si la question c'est est-ce que c'est une nécessité, la réponse, à mon avis, est plutôt oui. Comment on fait, c'est plus compliqué. Bien. Autre question. J'en profite pour vous dire qu'il y avait une innovation dont je n'ai pas parlé tout à l'heure cette année, c'est que nous sommes retransmis en direct sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, et qu'il y a beaucoup de... Voilà, on n'est pas simplement 200 ou 250, quoi. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Là-bas. Pardon? Là-bas, tout au fond. Ah bon, au fond. Ah ben oui, voilà. Bon, c'était peut-être pas la meilleure technique, en fait. Allez, Jean-Luc, cours. Alors, oui. Alors? En fait, c'était plus un complément d'information, peut-être qu'une question. Je vois que sur votre introduction, vous avez développé la politique salariale. J'imagine que c'est sur la baisse des revenus. Oui. Je voudrais peut-être Un petit délai de latence. un élément, c'est les changements de mode de vie, et notamment sur la division du monde. C'est pas le plus pratique. La réduction du nombre de personnes par logement, qui est due à la division des familles, et qui est un phénomène structurel de la société, autant qu'on a un retour vers les petites campagnes. Ce qui amène effectivement un besoin de logement, mais un besoin de logement qui est plus accessible, car les revenus structurels, et non pas à cause du salariat, sont... Voilà. Alors, c'est un complément, en fait, qui se rapporte, en fait, aux questions de la rémunération. Et en fait, Madame disait qu'il y avait les changements de structure familiale étaient véritablement pesés encore plus que le lien avec les rémunérations. Tu veux réagir? Oui. En effet, pour appuyer ça, les phénomènes de décohabitation et la multiplication des familles monoparentales a un vrai impact sur la question du logement, parce que vous avez d'un côté une séparation qui du coup coïncide avec une baisse importante du niveau de vie, et de l'autre côté un besoin en logement qui lui reste identique, parce que si vous êtes un adulte et un enfant, vous avez besoin à peu près du même logement que si vous êtes deux adultes et un enfant. Donc la question des phénomènes sociétaux, j'allais dire, est déterminante. Et on en revient au problème de la temporalité entre les évolutions démographiques, les mouvements de population, le temps du logement, le temps de la construction. On regrette aujourd'hui quelques choix d'implantation de logements qu'on a pu faire il y a 40 ou 50 ans. Il ne faudrait pas qu'on regrette demain les choix qu'on fait aujourd'hui. Et ces changements de situation familiale, elles exigent souvent une réponse très rapide. Il faut trouver un logement très vite. Et là, le logement social en particulier, qui loge le plus les familles monoparentales, est fondamentalement essentiel. Donc on discutait, il y a la question de est-ce qu'une catégorie de logement intermédiaire a sa place ou comment, c'est une question importante. Mais la réponse évidente, c'est est-ce que le logement social a une utilité immédiate? Oui, dans grand nombre de situations, d'autant plus, comme vous l'avez dit au début, sur la fragilisation économique d'une grande partie de la population. Bien, une dernière question, et puis on passera à la table ronde suivante. Là-bas, Jean-Luc, derrière. C'est OK. Donc, pardon? Excusez-moi. Lorsqu'on questionne l'adéquation entre coûts et revenus, on parle surtout des coûts du logement, mais on ne parle pas des revenus des ménages. En quoi les politiques du logement peuvent intervenir sur les revenus des ménages et en quoi les politiques publiques peuvent intervenir pour augmenter, parce que je crois que sinon c'est... En quoi les politiques publiques pourraient intervenir sur le coût du logement par rapport à la pardon? Vous avez 15 secondes pour répondre. Pas entendu. En plein de choses. Non, mais ça dépend ce qu'on appelle politique publique. C'est-à-dire que des politiques publiques décidées au niveau national, on l'a dit, il y en a déjà, il y en a beaucoup, qui ont une efficacité. C'est-à-dire, les APL jouent sur le coût du logement, en faisant baisser le coût du logement. Alors, elles jouent de moins en moins, parce qu'elles n'ont hélas pas suivi exactement l'évolution du coût du logement, mais d'autant plus ces dernières années, mais les APL, en solvabilisant les ménages, permettent de faire baisser ce qu'on appelle leur taux d'effort net. Le prêt à taux zéro permet de faciliter l'accès à la propriété d'un certain nombre de ménages. Sur les revenus également.
Voilà. Il parlait aussi la personne parlait des revenus, en quoi les politiques publiques peuvent intervenir sur les revenus. Bah, je l'ai dit, c'est-à-dire que quand vous versez des APL, vous intervenez sur le revenu des locataires les plus modestes. Après, il y a aussi des choses qui peuvent être faites, on l'a dit, à l'échelle locale, alors moins sur le côté revenu, mais plus sur le côté prix. Il y a les organismes de foncier solidaire, il y a le droit de préemption, c'est quelque chose qui existe, par exemple. Donc vous avez le droit, quand vous êtes dans une zone bien spécifique, en tant que maire, de décider ce que vous allez faire d'un logement qui est mis à la vente. Alors certaines mairies dans certaines grandes villes s'en saisissent de ce droit. Est-ce qu'il ne faut pas imaginer un droit qui serait un droit élargi où tous les maires, au moment de la vente, par exemple, auraient un droit de regard sur ce que devient le logement? Est-ce qu'il faut que collectivement on investisse soit dans du logement, soit dans du foncier? C'est le cas des organismes de foncier solidaire, mais ça va rester marginal. On a beaucoup parlé de l'enrichissement sans cause, c'est-à-dire on parle du coût du logement et du fait que c'est de plus en plus difficile d'accéder au logement, mais il faut bien voir qu'il y a tout un tas de ménages qui s'enrichissent, quand même beaucoup, grâce à l'évolution des prix immobiliers. Donc la question de comment on fait pour capter cette rente foncière ou immobilière, c'est aussi une question. Il y a beaucoup de perdants à la crise du logement, mais il y a aussi quelques gagnants. Bien, écoutez... Merci à vous deux. Merci, merci à Pierre Madec et merci à François Rochon. Je pense que vous pourrez reprendre et retrouver tout ça sur YouTube. Ouais. Tout ça sera rediffusé et disponible. Rediffusé et mis ensuite sur le site également. Hein. Place à la prochaine table. Alors, merci.